Tu veux pas me baiser? Tu me manques de respect. Mais oui, écoute, je ne veux pas te baiser. Si un auteur te parle et ne te parle pas de toi, faut passer à autre chose. La preuve en est, c'est que je me suis pas moqué à l'époque des musulmans. Pourquoi? Parce que c'était pas à la mode. Bonjour Yann Mox. Bonjour. On est très content de vous recevoir aujourd'hui au Crayon. C'est un vrai plaisir. Pour vous présenter un peu, vous êtes écrivain. Vous avez publié votre premier roman en 1996. Ce premier roman a reçu 3 prix, dont le Goncourt du premier roman. Vous êtes aussi réalisateur et chroniqueur à la télévision. Beaucoup de gens qui nous regardent aujourd'hui, très certainement, vous ont connu dans l'émission de Laurent Ruquier, On n'est pas couché. Non, vraiment, j'ai trouvé ça illisible. Mais les questions qui sont soulevées sont extrêmement intelligentes et comme j'y connais rien, j'ai plein de questions à vous poser. Donc sur le fond, on verra ça dans le fauteuil, si on a un peu de temps. On vous reçoit aujourd'hui parce que vous avez publié ce livre, Paris, qui est le 4e ouvrage de la tétralogie biographique que vous racontez après Orléans, Reims et Verdun. Aujourd'hui, la tendance de certains auteurs français, notamment avec vous, et je pense aussi à Édouard Louis, c'est une tendance à l'autobiographie, à l'exaltation du moi, mais non pas comme l'ont pu faire les romantiques au 19e, mais plus d'une exaltation qui s'exacerbe pour dégouliner de réel nauséabond. Est-ce que, par exemple, vous ne décrivez pas Jean Valjean, vous décrivez votre vie à vous. Est-ce que vous décrivez... Ne pas trop vos notes. Vous devriez couper là. Vous devriez vraiment... J'arrête. Non mais sans déconner. Non mais même moi je sens que je suis... C'est un faux départ. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà, tac. Non, c'est pas un faux départ, c'est un départ comme un autre. Et du moment que l'arrivée soit pas fausse, c'est très bien parce que comme ça on chemine. C'est-à-dire que plutôt que de tracer une route déjà dessinée, on va cheminer ensemble dans un dialogue ou un trilogue ou une conversation. Et puis c'est comme ça que ça doit marcher. Je pense que c'est plus agréable. Et ben cheminons. Alors du coup, le sens de ma question, c'est aujourd'hui vous écrivez votre roman à la première personne, vous vous décrivez même avec un certain mépris pour vous-même. Est-ce que écrire ça, c'est... Ah, il est meilleur sans note. Hein. Là, il est bien meilleur sans note. Est-ce qu'écrire ça, c'est une vengeance ou c'est une sorte d'humiliation, de catharsis? Alors, j'aime pas le mot de vengeance parce que la vengeance, ça consiste à faire payer les autres. Alors que revanche. Revanche, ça consiste à se rembourser. Alors peut-être, oui. Je veux me rembourser de quelque chose plutôt que de faire payer quiconque. Effectivement, je veux peut-être rembourser les années désagréables que j'ai vécues, mais attention, il y a quelque chose de très agréable dans les années désagréables. C'est-à-dire que quand on est jeune, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on sait qu'on est jeune. Quand on est vieux, il y a quelque chose qui doit être terrible, c'est qu'on sait qu'on est vieux. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui pensent qu'à 27 ans, ils perdent leurs premiers cheveux, ils se disent « ça y est, la mort est en route ». Mais quand on a 20-21 ans, tout ce qui nous arrive relève de la bénédiction, tout est bien, parce qu'on sait qu'on a quelque chose devant soi qui s'appelle le temps, et que tout se transformera en matière première. La seule chose qu'on ne peut pas nous enlever, et tant pis pour les banalités, c'est le fait d'être jeune. Et par conséquent, tout ce que j'ai vécu de terrible, parce que j'en ai vécu quelques-uns, je le prenais bien. Parce que la sensation d'être jeune s'accompagne d'une autre sensation très étrange, c'est cette sensation de penser qu'on va l'être pour toute la vie. Un jeune, par définition, imagine que cette jeunesse va durer pour toujours. Quand on a 17 ans ou 20 ans ou 19 ans, on pense que 66 ans, c'est pour les autres. Que ça n'adviendra jamais. Que 39 ans, c'est situé dans un cosmos tel que c'est l'équivalent de l'an 2000 pour les années 50. On se dit l'an 2000, c'est une date qui n'arrivera jamais. C'est très étrange de se dire que l'an 2000 appartient au passé, quand cette date a symbolisé pour des générations et des générations le futur, l'anticipation, la science-fiction. Eh bien c'est pareil quand on est jeune, avoir 55 ans, c'est 2001 Odyssée de l'espace. C'est situé dans un futur, mais au carré, quoi. Et donc, ces années désagréables sont des années de pur bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Tout tombe bien, y compris les choses qui tombent mal. Et surtout les choses qui tombent mal parce que je savais déjà que j'allais les raconter. Et d'ailleurs, quelque chose me vient à l'esprit auquel je n'avais jamais pensé. Paris, on pourrait presque considérer que c'est un nom commun. Paris, faire des paris sur l'avenir.
Sur Orléans, Reims et Verdun, ça marche pas. Mais sur Paris, je pense qu'on va dire non, c'est pas un nom de ville, c'est le Paris au pluriel. Et alors, quand est-ce qu'on cesse d'être jeune? Alors, c'est une question intéressante parce que cesser d'être enfant, moi par exemple, je n'ai jamais cessé d'être enfant. Je pense qu'il y a des êtres humains qui sont enfants et adultes dès leur naissance. Il y a chez les enfants des individus, vous sentez bien que ce sont des collabos, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'une hâte, c'est de devenir adultes. Donc ils sont dans l'enfance, mais un peu comme des capots, quoi. Ils ne sont pas dupes, et ils regardent leur montre en vivement que j'ai 29 ans. Ce sont des collabos. Ils collaborent avec l'ennemi, c'est-à-dire avec l'adulte. Et puis il y a des résistants chez les enfants. Il y a ceux qui se disent « Ouh là là, non, je veux rester là-dedans, c'est ici que ça se passe, etc. » Alors moi, je suis plutôt un résistant de l'enfance, c'est-à-dire que je considère que je n'ai jamais véritablement été adulte. C'est pas grave, parce que l'esprit d'enfant, c'est l'esprit d'étonnement, l'esprit d'enthousiasme, l'esprit de curiosité. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est rester toute sa vie un adolescent. Ça, c'est pas beau à voir. Je ne vais pas citer de nom, on n'est pas là pour ça, mais les gens, les adultes qui sont restés des adolescents, c'est un spectacle absolument terrible. Vous voyez ce que je veux dire? On appelle ça des adolescents, c'est pas beau à voir. Alors que l'esprit d'enfance, ça c'est pour un artiste, il n'y a pas mieux. Tous les grands génies, dans les catégories dans lesquelles je ne me range pas, je vous rassure, mais les Picasso, les Proust, les Céline, les Joyce, les Truffaut, etc., sont des gens qui n'ont jamais quitté l'enfance. C'est l'adolescence l'ennemi. L'adolescence est une phase qui n'est pas la plus intéressante. C'est la phase où il y a une sorte d'oscillation qui correspond à celle qu'on voit quand on branche une prise, par exemple, où le courant, avant de trouver sa bonne phase, essaye des choses et se met d'une certaine manière à bégayer. Donc l'adolescence, c'est la transition, la phase transitoire entre l'enfance et les adultes. Donc tout le monde dans l'adolescence essaye de se revêtir de la panoplie d'adultes. Et puis il y a ceux qui l'enlèvent à la sortie de l'adolescence pour rester enfant, et il y a ceux qui ne la quittent plus, et ceux-là feront les bons adultes qu'on connaît, et travailleront dans les assurances, dans l'expertise comptable, dans le notariat, dans les grandes surfaces, dans la politique, dans tout ce qui n'est pas artistique en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la définition de l'adulte, c'est individu interchangeable. La définition de l'enfant, c'est individu non interchangeable. Personne ne peut faire le métier d'un enfant à la place d'un enfant. Personne ne peut être peintre à la place d'un peintre qu'on aime. Personne ne peut être Miro à la place de Miro. Par contre, le plus génial du chef du personnel de chez Arthur Andersen peut être remplacé par le même chef génial de chez Arthur Andersen. Vous voyez ce que je veux dire? Dans les entreprises, dans le monde des adultes, chacun peut être remplacé par un acolyte qui est sa photocopie. Ce n'est pas valable dans le monde de l'enfance. Est-ce que ce livre, justement, c'est pas le livre d'un jeune devenu vieux qui regrette sa jeunesse, donc qui revient sur sa vie donc? Non, c'est un livre d'anticipation parce que d'une certaine manière, l'enfance est toujours devant soi. On croit qu'il n'y a que dans les pays qu'on peut voyager, mais c'est pas vrai, on peut voyager dans les dates. On peut se faire des piqûres de 1998, de 2006, de 1975, etc. Donc quand on écrit ce genre de livre, c'est pas une sorte de regret, de remords, de zut, j'ai plus cet âge-là, etc. C'est pas vrai, c'est simplement une manière de voyager à travers les années, de se rendre dans un pays qui est toujours à notre disposition, qui s'appelle 1983 ou 1989. Vous êtes dans quelle année vous? 97. 97. Bon, alors par exemple, votre année 2007, c'est un pays, vous aviez 10 ans en 2007, considérez que l'année 2007, c'est l'équivalent de l'Albanie ou de l'Autriche et que vous partez en voyage en 2007. Il y a encore des pans entiers de l'année 2007 qui sont inédits, que vous n'avez pas encore revisités, parce que vous n'êtes pas encore souvenu de certains moments de l'année 2007. Mais ils sont là, ils vous attendent. Vous n'êtes pas encore retourné jouer dans telle ou telle partie de cette année-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'écriture, c'est ça, c'est visiter des dates comme d'autres visitent des pays. On croit tout le temps que ce sont les hommes qui traversent le temps, mais je crois que c'est le temps qui traverse les hommes. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des individus posés sur des calendriers, mais on est traversé par le temps. Et d'une certaine manière, le temps peut se visiter, quand on est artiste, dans les deux sens. On peut imaginer
ça s'appelle la prospective, ce qui va se passer dans 20 ans. On peut se ressouvenir de ce qui s'est passé il y a 20 ans et faire la synthèse des deux, et dans la fiction pure, dans le roman. Mais il est vrai que quand le roman est autobiographique, que la fiction qu'on sert au lecteur, c'est une fiction qui est issue de la mémoire. Mais comme un voyage, si on retourne, vous savez, il y a une phrase de Françoise Sagan que j'adore qui est « On ne sait jamais ce que le passé nous réserve ». Cette phrase couplée avec la phrase de Proust dans Albertine disparue, quand il dit, une fois qu'Albertine est morte, « Je n'avais comme avenir que son passé », ce sont deux phrases que j'aime beaucoup parce que ça veut dire que le passé sert d'avenir aux artistes. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ils ont devant eux tout ce qu'ils ont vécu avant, qu'ils n'ont pas encore exploré. Et je crois que c'est Balzac qui écrivait d'ailleurs j'ai accompli de délicieux voyages, embarqué sur un mot. Il y a ce travail de l'écrivain, de l'artiste qui voyage, y compris via l'écriture. Ça rebondit un peu sur ce que vous disiez. Vous parlez aussi du temps dans ce livre, dans le rapport au néant, au vide. Vous différenciez le rien du vide, du néant, du temps. Mais cet aspect du temps qui traverse les hommes plutôt que les hommes qui traversent le temps, c'est quelque chose qui ne figurait pas. En tout cas que je n'ai pas moi reçu comme ça en le lisant. Là vous dites le temps est tout simplement ce qui ne peut être dit. Il est le seul être qui échappe à la fois aux mots, aux chiffres, à la parole, au discours, au silence. Ce mot dont on l'affuble, le temps n'en veut pas non plus. Oui, alors il y a évidemment des grandes différences entre le rien, le vide et le néant. On le sait. Le vide, c'est tout simplement, vous enlevez les meubles de cette pièce et vous créez le vide. Les physiciens savent comment on crée le vide dans une pièce. Donc le vide, c'est quelque chose. Le vide, c'est un concept physique connu. Le rien reste possible à dire parce que le rien, c'est lorsque le discours est privé de parole. C'est-à-dire que c'est la différence entre être brillant et être profond. Dans le rien, la forme est là. Vous pouvez raconter, mais vous n'avez rien à dire. Vous n'avez pas à dire quelque chose. Ce que vous racontez ne dit pas. Donc le rien, c'est quand le vide peut se dire, le rien ne peut pas se dire. Il peut raconter, mais il n'a, je ne vais pas utiliser rien pour définir le rien, il n'a pas quoi que ce soit à dire. Et le néant, c'est quand la parole n'existe plus. On peut même pas, si vous voulez, pour moi le rien c'est le discours. Le quelque chose c'est la parole. Dans le néant, la parole elle-même est dissoute. Donc il n'y a plus que le silence total qui sert de parole. Le néant, il n'y a plus de parole, il n'y a plus rien. Plus de parole, plus rien à raconter bien sûr, et plus rien à dire. Est-ce que ce livre, c'est pas un peu ce livre tout de même de l'adolescence justement, puisque vous disiez on a du mal à, enfin un être humain qui croit, qui grandit, son but c'est de quitter cet état de l'adolescence qui est un état entre deux eaux non désirable. Pourtant il y a quelque chose qui traverse beaucoup ce livre, c'est le rapport à la séduction, la frustration de ne pas réussir à coucher, à avoir des relations sexuelles avec des femmes, et c'est un peu une attitude qui, moi, me rappelle l'adolescence. Quand on grandit, on a cette puberté, ces attirances, cette libido. Vous, dans le livre, c'est presque un comique de répétition. On est presque dans Tom et Jerry ou dans Is No Good qui veut être vizir, le vizir qui veut être calife à la place du calife, où à chaque fois, vous n'arrivez pas, il y a quelque chose qui revient comme ça. Est-ce que c'est un état adolescent, adulte, et est-ce que Eros, c'est au final un moteur pour vous D'abord, j'étais même pas adolescent, j'avais 20 ans, 21 ans. Et pour moi, la chose la plus difficile, c'était de coucher. C'est-à-dire que plus difficile que l'ENA, Polytechnique, Sciences Po, Centrale, tout ce que vous voulez, l'Himalaya, c'était de coucher. Vraiment, je ne savais pas comment les autres faisaient d'abord pour être à deux, pour se rencontrer, même pour se donner la main. Parlons même pas de coucherie, je ne savais même pas quel était le protocole à utiliser, le chemin à suivre pour tout simplement être avec une fille. Je ne comprenais pas, comme si par exemple il y avait eu un cours théorique de données dans une faculté imaginaire sur le sujet et que j'avais raté ce cours-là. Je ne comprenais pas comment il fallait faire. Je voyais des gens avec leurs copines, je voyais des gens mariés,
Et il y avait toujours une zone totalement opaque pour moi, c'est le jour de la rencontre. Comment le type était passé de 0 à 1. Comment, j'avais l'impression que c'était pour le coup un univers discret quand même, mécanique quantique, hop, tac. Mais je ne voyais pas la zone où ça avait pu se faire, la rencontre, etc. Donc je pensais même à un moment donné, je devenais sans doute fou, qu'il y avait une distribution de filles, des distributions gratuites. Il fallait faire la queue comme pour prendre des pains au chocolat dans la cour du lycée Descartes à Tours, où j'avais fait ma prépa. HEC, et ce jour-là, je ne m'étais pas réveillé. Mais comment fait X pour être avec cette femme? Le mystère était total, mais j'exagère à peine. Et donc, j'ai développé une sorte alors de frustration, bien sûr, pas simplement sexuelle, mais sentimentale. Et surtout, bon an, mal an, je me suis construit une montagne imaginaire de cette affaire-là. C'est-à-dire que non seulement c'était une chose difficile, mais même impossible. Donc en fait, je ne comprenais plus comment agir. Et ça fait, dans le cerveau, ça fait faire un parcours étrange, ça nous fait rejoindre les grands romantiques, qui fait que vous commencez à créer des créatures, à imaginer des créatures à travers les femmes, que vous rendez inaccessibles pour donner une justification à votre incapacité d'aller les aborder. Donc les femmes, par conséquent, deviennent des déesses. Vous justifiez votre inaction par une sorte de procédure par laquelle la femme devient une divinité. Donc vous retombez sur les pieds du romantisme. Ce qui est une manière de les mépriser, hein, parce que les femmes n'ont jamais demandé à être des créatures divines. Si vous voulez, les deux extrêmes de la vulgarité, c'est d'en faire des entités sexuelles ou des entités célestes. Elles n'ont jamais demandé ça, les femmes. Elles ont demandé à être considérées comme des êtres humains, à part égale avec les hommes, et qui, elles aussi, ont des désirs, parce qu'évidemment, les créatures que j'avais inventées n'avaient pas de désir. Le désir était l'apanage du mâle, du sexe masculin. Mais jamais les femmes n'auraient supporté d'avoir un désir sexuel pour un homme, dans mon imaginaire. Et donc, j'ai vécu comme ça, non pas comme un demi-dieu ou comme un Chateaubriand, mais comme un baltringue, en m'inventant cette fiction que je n'y aurais jamais accès parce que les femmes étaient beaucoup trop puissantes pour une larve comme moi, vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce qui vous a fait surmonter cette montagne? J'ai rencontré une sorte de mentor qui dans mon roman s'appelle Delphin Drache, qui lui, alors moi j'étais à l'extrême de la divinisation et lui il était à l'extrême de la banalisation. Pour lui les femmes c'était une forme de, comment dire, une forme de formalité. C'est-à-dire que la plus belle des créatures passant devant lui, c'était une formalité que de la séduire, et il y parvenait. Et comme il était d'un physique plus que banal, c'est un ami, mais il n'a physiquement rien pour lui. Je le dis d'autant plus que moi-même, je ne me prends pas pour Alain Delon, que les choses soient claires. Mais lui, sa mère avait dû lui répéter pendant des années qu'il était le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus intelligent. Donc je l'ai vu sous mes yeux, aborder sans la moindre vergogne les femmes les plus inaccessibles de mon point de vue. Et c'est justement pour ça que ça marche en fait. Pour lui, c'était une formalité, c'était un dû. C'est-à-dire qu'une femme qui se refusait, il partait du principe qu'elle ratait la chance de sa vie, que c'était tant pis pour elle. Moi, il aurait fallu que je m'enferme dans mon studio à réviser tout des Étrusques à Jean-Paul Sartre pour impressionner une femme qui travaille dans un McDonald's, par exemple. Je n'ai aucun mépris pour les serveuses, cela va de soi. Et lui, que la femme soit un top modèle, agrégé d'allemand ou autre, ou pharmacienne, il y allait, avec son seul toupet, avec sa bite et son couteau, comme on disait au service militaire, et je voyais cet ami, quelques minutes plus tard, obtenir le numéro de téléphone, un rendez-vous, voire même un premier baiser. Et ça, j'avoue que je suis resté bouche bée devant ce maître séduction, d'une certaine manière. On se situait donc aux deux extrémités du spectre de la séduction. Il avait tort, et j'avais tort. Il avait tort parce que pour lui, les femmes étaient bien évidemment de la marchandise. Et moi, j'avais tort parce que les femmes étaient des entités tout à fait immatérielles. Et donc, lui, il est resté comme ça. Et moi, sous son influence, la limaille de fer que j'étais s'est rapprochée un peu de l'aimant, mais je me suis arrêté maintenant au barycentre. C'est-à-dire, j'arrive
à considérer les femmes comme des êtres humains à part égale et des êtres humains qui ont aussi leur part de mystère, hein, mais qui ont aussi leur part d'humanité et de chair. Donc ce personnage existe parce que j'en parlais avec Julie hier justement, on se demandait si c'était pas moi je pensais que c'était une métaphore de votre fantasme un peu de la conquête féminine. Non, il existe, je ne vais pas vous révéler son nom. Je déjeune avec lui la semaine prochaine et c'est resté un très bon ami. Mais il est, pour être honnête, alors il n'a jamais fait souffrir de femmes dans sa folie de séduction. C'est quelqu'un que les femmes aiment beaucoup parce qu'il est extrêmement drôle et attentionné. C'est pas un barbare, c'est pas un queutard. C'est un immense dragueur, c'est pas la même chose. Alors j'en ai rajouté un peu dans le roman parce que c'est plus burlesque d'exagérer tout. Hein. Un roman, c'est un lieu où on pousse tous les curseurs. Mais c'est quelqu'un d'assez hors norme et qui m'a fait beaucoup de bien. Il m'a fait sortir de ma coquille. Vous voyez ce que je veux dire? Vous écrivez un peu à votre propos et au sien, il existe deux espèces de mâles. Les anciens petits garçons choyés, que l'idée de la femme calquée sur la mère amoureuse de sa progéniture n'effraie jamais, d'une part, et les déshérités de la tendresse maternelle dont l'assurance est concassée. Quand ils approchent une fille, les premiers ont l'air de réclamer leur dû. C'est Delphine Drache. Les seconds se demandent sur quel joug frappera la gifle. Exact. Membre de la catégorie des humiliés d'avance, des perdants intemporels, des toujours déjà vaincus, je n'avais qu'admiration pour les habitants de la planète opposée. Je regardais Drache faire. Oui. Et ce qui est extraordinaire avec lui, c'est qu'effectivement, il partait du principe que c'était la chose la plus facile au monde parce qu'il avait été choyé. Et il m'avait dit une phrase un jour, il me dit « Mais les femmes n'aiment pas les jolis garçons, elles n'aiment pas les beaux gosses. Les femmes aiment les gens qui pensent être des beaux gosses, qui ont l'assurance d'en être. » Ça veut tout dire. Ça veut dire que Alain Delon, concassé par une mère désaimante, n'est pas un bon séducteur, alors que le plus disgracieux des hommes, persuadé d'être aimé, arrive à séduire à peu près n'importe quelle créature, j'aime pas ce mot, mais enfin c'est parce qu'on parle du livre, sur la planète. Il n'y a pas de si vous voulez, il n'y a pas de difficulté comme quand on passe un concours, il faut être soi-même. Et lui, il a toujours été lui-même dans toutes les occasions. Et c'est pour ça qu'il était sans doute extrêmement séduisant. Mais est-ce que ce personnage, il est quand même un petit peu perturbant. Alors effectivement, vous en rajoutez peut-être une couche dans le roman, mais il y a presque cette impression que respecter, s'excuser, être désolé, c'est se dégrader et se mentir parce qu'on n'arrive pas justement à séduire et donc on se cherche des excuses. Et vous ajoutez même un passage où, dans les mots de Drache, enfin dans la bouche de Drache, il dit je ne suis pas, parce qu'il il alcoolise un petit peu les femmes qui tentent de séduire, ce qui aujourd'hui passe vraiment pour une prédation sexuelle. Alors, est-ce que c'était une époque différente ou est-ce que vous ajoutez vraiment ce passage de mais je ne suis pas un violeur, je ne les saoule pas, je n'ai jamais forcé personne pour convenir aujourd'hui à ce qui est la norme et pas passer justement ou laisser passer ce personnage pour un prédateur sexuel, ou est-ce que c'était le cas? C'est une très bonne question. D'abord, je vais vous faire une confidence. Je suis, ça va peut-être vous étonner, je suis pro-MeToo à mort. Je vais dire pourquoi. Que MeToo connaisse des exagérations, c'est vrai. Qu'il y ait des injustices dans MeToo, c'est vrai. Mais je répondrai qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est-à-dire que les révolutions, ça se fait aussi avec une forme de violence. J'ai connu, dans les années 70-80, j'ai vu de mes yeux vus comment étaient capables de se comporter les hommes. J'ai connu l'époque des mains au cul. J'ai connu l'époque de la part de gens qui étaient des adultes quand j'étais enfant. Hein. J'ai connu des gens qui arrivaient dans des magasins ou des bureaux, qui prenaient les seins des femmes, qui les pelotaient. J'ai connu ça. Honnêtement, c'est quelque chose qui m'a toujours dégoûté. Je n'ai pas attendu le 21e siècle, quand j'étais enfant ou adolescent, pour être dégoûté par ça. Étant aux antipodes de ce genre de choses, j'ai toujours trouvé ça vomitif. Bien. Maintenant, il est vrai qu'il y a une catégorie d'hommes qui, sans jamais violenter qui que ce soit, sont parvenus, j'allais dire, à leur fin, en faisant ce qu'on appelle vulgairement du rentre-dedans. Il y a des gens qui ont considéré qu'ils étaient vraiment capables de tout apporter à une femme dont ils rêvaient. La femme en question, la personne en question leur a dit non une fois, deux fois, trois fois. Le personnage de Delphine Drache, au bout de 15 fois, il continuait. Et je dois dire qu'ensuite, ça a donné lieu aussi à des histoires durables. Donc en fait, il n'y a pas de règle. Il y a une seule règle, c'est qu'on n'a pas eu le droit d'utiliser la violence.
Mais la définition de la violence, elle est difficile à appréhender. C'est-à-dire que à partir de quel moment on peut parler de viol, c'est difficile. Le viol, pour certains, c'est la pénétration. Pour d'autres femmes, parce que tout cas est particulier. Pour d'autres femmes, c'est quelqu'un qui viendra, par exemple, je sais pas, lui chatouiller la jupe, etc. C'est déjà un viol. Ça, c'est des cas de figure qu'il faut étudier au cas par cas. Ce que je sais dans le personnage en question, c'est qu'effectivement, j'ai forcé la caricature parce que je voulais répondre à cette question. Je voulais montrer qu'il y avait un siècle où faire boire une femme, et buvant soi-même, etc., être un peu pompette avant de coucher ensemble, c'était non pas la règle, mais c'était monnaie courante. Aujourd'hui, certaines choses que ce personnage a fait seraient sans doute passibles peut-être passerait sous le coup de la loi ou serait passible d'une excommunication médiatique. Mais il est clair que je raconte dans ce livre des choses qui ne sont plus supportables au XXIe siècle. Et cette évolution, dont on peut, comme dans toutes les révolutions, regretter certaines injustices, me paraît quand même nécessaire. Je pense d'ailleurs que cette exagération, parfois tous azimuts, des victimes de MeToo, va sans doute rétroactivement se calmer pour arriver à une sorte de statu quo où les hommes auront compris une bonne fois pour toutes qu'il ne faut plus faire telle ou telle chose, et qu'on vivra dans une société où les femmes n'auront plus peur d'aller au bureau, n'auront plus peur d'aller dans la rue, n'auront plus peur de se faire aborder par des hommes dont elles ne veulent pas. Vous savez, moi je suis une femme d'une certaine manière, je vais dire pourquoi. Parce que quand vous êtes connu, quand vous passez à la télévision, vous êtes exactement dans la situation d'une jolie femme qui se fait emmerder dans la rue. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent vous voir, vous n'avez pas envie de leur parler. Ça existe, pas tous. Une femme, jolie ou pas, peu importe. Peut-être que dire jolie femme, c'est déjà un réflexe du XXe siècle. Hein. Une femme, elle voit quelqu'un venir vers elle et elle n'en a pas envie. Eh bien, quand on n'est pas célèbre, je ne suis pas célèbre mais connu, on voit ce qui se passe dans la peau d'une femme. C'est-à-dire, on voit des gens arriver vers vous et on se dit, on n'a pas toujours envie. Bien sûr, de temps en temps, ça fait plaisir parce que la personne vient vous dire quelque chose de sympathique. Et parfois, il y a des gros lourds. Donc, ça peut paraître incroyable ce que je vous dis là, mais j'ai déjà vécu le « oh non, oh non ». Donc, si les femmes vivent ça toute la journée à Paris, voir venir quelqu'un vers elles, pas forcément quelqu'un de violent, pas forcément quelqu'un d'hostile, mais si ça recommence toute la journée, sous prétexte que vous avez mis une jupe, sous prétexte que vous êtes ce jour-là radieuse, ou sous prétexte de rien, tout simplement parce que vous êtes une femme, c'est vrai que c'est insupportable. C'est insupportable. Donc, ce que je regrette, c'est que des hommes n'osent plus aller dire à une femme « Écoutez, mademoiselle, je vous trouve ravissante, j'aimerais bien boire un verre avec vous ». Parce qu'il y a des femmes à qui ça doit manquer aussi, ça. Un peu comme le type connu, que plus personne vient voir et se dit « Mais plus personne veut de moi ». L'exagération de MeToo peut arriver à une aberration où les femmes réclament des gros lourds. En tout cas, des un peu lourds. Parce que je ne pourrais pas supporter une société où les gens viennent plus dans la rue déclarer leur flamme, même si c'est pour des raisons absurdes, de physique, etc. Si on doit se rencontrer obligatoirement par Internet, de manière totalement désocialisée, de manière totalement éthérée et formatée et formalisée, c'est atroce. Il faut une société dans laquelle les hommes et les femmes ne soient pas des ennemis, où les hommes sont capables d'aborder les femmes sans avoir peur de se faire taper dessus, mais aussi qu'ils apprennent qu'il y a des codes respectueux, où on peut très bien aborder une femme avec humour. Je crois que l'humour fait beaucoup de choses, avec élégance, et que la femme puisse avoir la latitude de donner suite ou de dire non. Mais si une femme dit non, il faut que ça soit non, c'est tout. Ce qui est insupportable, c'est les gens qui insistent. Ça, c'est inadmissible. Et je comprends que pour faire peur, on utilise des mots comme harcèlement, viol, parce que dans un premier temps, avant qu'on puisse vraiment hiérarchiser les choses avec beaucoup de nuances, que le nuancier soit complet, si on n'a que le noir et le blanc comme couleur au début, on fait avec là encore, avec les moyens du bord. Mais oui, vous avez raison, ça sent le XXe siècle, ce passage sur ce personnage d'Elphin de Rache. C'est un personnage du XXe siècle. Aujourd'hui, il aurait des ennuis. Ce dont on parle là de MeToo et que vous dites que vous êtes pro-MeToo, ça me fait penser à une polémique qui a eu récemment lieu à votre égard où vous aviez dit que les femmes de plus de 50 ans,
Enfin, vous ne pouviez pas coucher avec une femme depuis 50 ans. J'assume. Et c'est votre, c'est votre goût, moi je ne veux pas vous juger là-dessus. Je n'arrive pas à désirer des femmes de mon âge. C'est pas quelque chose qui est enviable, c'est quelque chose d'assez triste finalement. Mais est-ce que justement un personnage public tel que vous, est-ce qu'il peut se permettre Antonin, je crois donner ses que goûts comme ça? on peut se tutoyer. Bien sûr, je peux me tutoyer aussi et bien sûr Jules aussi. Jules, pardon, pas Julien. Jules, excuse-moi. Tu as fait des mathématiques. Bon, tu es donc un homme de logique. Alors, puisque tu as fait des mathématiques et que tu aimes la logique, je vais te soumettre quelque chose. Je n'ai pas de désir pour les femmes de plus de 50 ans. Très bien. Est-ce que ça signifie que je ne respecte pas les femmes de plus de 50 ans? Je n'ai pas de désir pour Simone Veil. Est-ce que je ne respecte pas Simone Veil? C'est-à-dire que quand tu crées un lien de cause à effet entre le désir sexuel et le respect, tu te comportes comme un machiste. Il n'y a que les machos qui respectent les femmes qui désirent et qui désirent les femmes qu'ils respectent. Parce que finalement, ce que les féministes, dans ce cas de figure, m'ont reproché, c'est le manque de respect pour les femmes. Non! Je dis simplement qu'il n'y a pas de lien de cause à effet entre le désir sexuel et le respect. Le nombre de femmes que je respecte sur Terre et que je ne désire pas est infini. Tu comprends? Et donc, je ne supporte pas qu'on lie les deux choses. Et je vais me te dire, il y a des gens qui pensent que le désir sexuel s'accompagne d'un petit manque de respect que la femme t'accorde. On peut très bien considérer aussi que la femme avec qui tu vis te choisisse pour que tu lui manques de respect dans l'intimité. Avec un petit manque de respect, sexuellement, parfois, ça va mieux. Mais moi, je ne lie pas les deux choses. J'admire un nombre de femmes infini et je n'ai pas besoin, pour les admirer, les désirer sexuellement. Il n'y a que les machos qui raisonnent comme ça. Et je suis peiné de voir que les femmes qui m'ont reproché ça fassent un lien entre le désir sexuel et le respect. Et la meilleure preuve, les travaux pratiques de ce que je t'explique là, c'est que pour me montrer à quel point j'étais un imbécile, qu'ont fait les femmes de plus de 50 ans, pour certaines, elles m'ont envoyé des photos de leurs seins et de leurs fesses, prouvant bien, non mais j'en ai reçu des milliers, prouvant bien, non mais comme des machos, genre, tu veux pas me baiser, tu me manques de respect. Mais oui, écoute, je ne veux pas te baiser, mais intellectuellement, socialement, moralement, humainement, je te respecte. Simplement, je n'ai pas envie de coucher avec toi. Et qu'est-ce que ça peut te faire que Yann Moix n'ait pas envie de coucher avec toi? Mais tant mieux pour toi. Je ne suis pas une affaire. Qu'est-ce que ça peut te faire? Je veux dire, je ne peux pas tricher avec mes goûts. Ce n'est pas de ma faute, en fait. Est-ce que ça brouille pas le message féministe qu'une personnalité publique prenne position sur ce point de vue-là? Enfin, prenne position, donne ses désirs là-dessus. Je ne veux pas considérer que le regard qu'on porte sur les femmes soit uniquement sexuel. Je ne le supporte pas. Pour moi, les femmes, ce n'est pas simplement des êtres qu'on désire. Ce sont des interlocutrices, ce sont des peintres, ce sont des autrices, ce sont des réalisatrices, ce sont des femmes politiques, ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des univers qui doivent côtoyer l'univers des hommes et je suis heureux de pouvoir avoir autant d'interlocutrices femmes dans ma vie, depuis tellement longtemps. Mais simplement, heureusement que je n'ai pas passé ma vie à désirer les femmes que je respectais et qui sont autour de moi. Heureusement, je serais malheureux sinon. D'abord parce que la plupart se seraient refusés à mes avances. Mais aussi parce que quand je vois une femme, je suis désolé, contrairement à la légende, je me dis pas celle-là je coucherai pas, je veux dire au conditionnel avec un S. Je ne mets pas les femmes dans des catégories de désir sexuel. Je ne les vois pas comme des objets de désir. Il y a celles qu'il m'est arrivé, Dieu soit loué, de voir comme des femmes que je désirais. Je leur ai manifesté ou pas ce désir. Elles ont dit oui ou non. Personnellement, j'ai jamais insisté. Ces femmes-là, je les respecte et je les désire. Et puis il y a les femmes que je respecte, toutes, et que je ne désire pas. Et ce n'est pas de ma faute. Je ne suis pas responsable de mes goûts. J'ai dit quelque chose qui ne se dit pas, c'est-à-dire qui relève de l'intime. Mes penchants, je pourrais par exemple, je ne sais pas, par exemple, je ne désire pas les hommes. Bon, je pourrais désirer les hommes, je ne les désire pas. Est-ce que ça voudrait dire que je ne respecte pas les hommes parce que je ne les désire pas? Les hommes ne sont pas mon genre, je ne suis pas attiré sexuellement par un homme. Est-ce que c'est de ma faute? Non. Pourtant, j'ai des amis hommes. C'est surprenant, non? Je pense que l'une des raisons qui pousse aussi certaines personnes à critiquer cette affirmation, cette posture, alors outre la responsabilité qu'a évoqué Antonin, mais à laquelle vous avez répondu de personnalité publique, c'est peut-être le toupet qu'on pourrait considérer dans la réciprocité
ou pas de cette affirmation. C'est-à-dire, on considère peut-être dans la société qu'une femme qui prend de l'âge passe au rebut. Alors, mais passe au rebut, y compris sexuellement et affectivement. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Tandis que dans l'autre sens, on considérerait naturel, mais je m'inclus également là-dedans en tant qu'homme, même si j'ai aujourd'hui un âge qui est jeune. Oui, tu es jeune. Voilà. On considérerait que des hommes, y compris plus âgés, peuvent continuer à avoir accès à des femmes jeunes et que la réciproque n'est pas vraie. Et je l'ai aussi pu le voir dans mon entourage, mais c'est quelque chose qui se vérifie lorsque des femmes âgées se retrouvent seules. Donc, il y a dans ce que tu dis des choses très justes. Je vais répondre à cette question. Je voudrais quand même te dire que lorsque des actrices d'Hollywood clament haut et fort qu'elles n'adorent que les jeunes de 20 ans ou de 25 ans, elles sont considérées comme des héroïnes. Mais par contre, Leonardo DiCaprio, quand il dit qu'il ne désire pas une femme au-delà de 26 ans, il est considéré comme un salaud. Alors que c'est ses goûts. Moi, je ne juge pas. J'ai le droit. On n'est pas en dictature. Si je désirais les enfants de 12 ans, je serais en prison, et tant mieux. Mais je désire les femmes, et encore, la vérité, c'est que c'est la différence d'âge que j'aime bien, 5 ans, 10 ans, etc. Puis quand j'aurai 70 ans, les femmes de 50 ans ne me poseront plus de problème. Un jour, j'avais lancé une boutade, je dis voilà, quand j'avais 24 ans, j'adorais les femmes de 24 ans. Bah, je n'ai pas changé. Mais si vous isolez ça de son contexte, vous relancez une polémique. Donc je vous compte sur vous pour ne pas isoler cette phrase de son contexte. Non, là où tu dis quelque chose d'extrêmement vrai, c'est que souvent on voit effectivement encore des couples où c'est l'homme le plus âgé et la femme qui est la plus jeune. Mais ça, j'aimerais bien moi-même que ça change. J'aime dans la vie et sur Terre toutes les configurations. Par exemple, moi, j'ai du mal à sortir avec des femmes qui sont très grandes. Je suis pas à l'aise. Ça me donne des complexes, je sais pas, je suis pas à l'aise. Bon. J'ai un ami dont la femme fait 3 têtes de plus que lui, il est heureux comme ça, il n'aime que les grandes. C'est pas de sa faute, c'est pas de la mienne. Et en fait, ce qu'il faudrait bien comprendre, c'est que la sexualité humaine ou le désir humain, c'est comme les empreintes digitales. Il y en a un par personne, il y a une sexualité par personne en fait. Il y a un désir par personne. Tu ne peux pas ni hiérarchiser, ni cataloguer le désir. Il y a des gens qui désirent uniquement les femmes plus jeunes, d'autres qui désirent uniquement les femmes plus vieilles, j'en connais également. En fait, c'est même absurde de parler de tout ça. Je sais par exemple qu'il y a des couples homosexuels qui ont des vies qui correspondent exactement aux couples traditionnels qu'il y avait à l'époque de Gaulle. C'est-à-dire que tu as l'impression que c'est des couples qui ont une vie de famille très solide, un peu comme Yvonne de Gaulle et Charles de Gaulle, alors qu'il y a des hétéros qui ont des vies qu'on imaginait qu'avaient les homosexuels dans les années 80. Ils vont dans des soirées, ils vont dans des boîtes échangistes, c'est la sexualité à tout va, ça part tout. L'espèce d'image d'Épinal qu'on avait des homos fêtards des années 80, qui est fausse aussi. Tout existe. Il y a des couples homosexuels traditionnalistes, il y a des couples hétéros qui ont des vies de gays des années 80. Donc en fait, dès qu'on catégorise la sexualité et l'intime, on se plante. Et donc, on ne peut pas reprocher à quelqu'un le désir qu'il a, sauf quand ça tombe sous le coup de la loi. Sauf quand ça tombe sous le coup de la loi, parce que celui qui désire des enfants, il faut le mettre hors d'état de nuire, tout simplement. Celui qui désire un adulte, quel qu'il soit, et qui est désiré par lui, parce que c'est important, eh bien, celui-là, il faut lui foutre la paix. Est-ce que c'est le rôle de l'écrivain de dire des choses qui sont difficiles aussi, parfois, et qui vont à contre-courant sur le désir, sur... Je crois que c'est c'est le seul rôle de l'écrivain, d'ailleurs. L'écrivain a deux rôles. D'abord, de dire l'impossible, la guerre, l'inceste, le viol, la mort, dire l'impossible. Faire des effets zoom sur ce que les gens essayent d'évacuer. Et la deuxième chose, effectivement, parce que je ne vois pas qui peut le faire, c'est de dire des choses qu'on n'a plus le droit de dire, qu'on ne peut plus dire. Les journalistes ne peuvent pas le faire. D'ailleurs, les journalistes travaillent pour donner de la matière première aux écrivains. Je ne dis pas que ce sont nos obligés, hein. Ils font très bien leur travail. À une époque, je n'aimais pas les journalistes parce que je voulais faire de la provocation. Je voulais exister, donc, mais j'ai depuis longtemps changé d'avis au sujet des journalistes. Ils sont très importants dans une société où il y a beaucoup de complotisme, etc.
Les cinéastes peuvent évidemment le faire, les artistes peuvent le faire, mais les écrivains sont quand même là pour faire passer dans leurs livres, de manière clandestine, parce que le livre redevient clandestin à une époque où les gens lisent moins, ce qui est insupportable de dire et ce qui vaudrait une excommunication si on le disait en dehors d'un livre. Tu peux encore dire à l'intérieur d'un livre ce qu'il est impossible de dire ailleurs. Et l'écrivain est là pour ça. Et celui qui ne fait pas ce travail n'est pas un écrivain, en fait. On ne peut pas écrire des livres juste pour faire joli ou raconter des histoires. Il faut écrire pour dire l'impossible ou l'interdit. L'impossible ou l'interdit. Dans quel but? Dans le but que si ce n'est pas dit par l'écrivain, ce n'est plus dit par personne. Par personne. Quelle est la différence? C'est le risque aujourd'hui? C'est un risque aujourd'hui? C'est un risque très important. Je vais donner un exemple sur l'impossible et un exemple sur l'interdit. Sur l'impossible. Prenons par exemple l'exemple d'Ernst Jünger. Ernst Jünger a écrit sur la guerre 14. Un journaliste écrivant sur la guerre 14 te dit, bon écoute, j'y étais, pas toi, donc je suis le témoin, lis ce que je rapporte de la guerre 14. Et effectivement, on a l'impression de lire un reportage sur la guerre 14. Mais un écrivain qui a fait 14-18, quand tu lis l'écrivain qui a fait 14-18, c'est toi qui es dans les tranchées. Tout d'un coup, tu te projettes dans le personnage principal, tu deviens le personnage principal. La zone du cerveau qui est activée, ça a été prouvé scientifiquement par une équipe canadienne, n'est plus la zone qui est activée quand tu lis la presse ou les informations, mais la zone de l'empathie. Donc le roman, l'écrivain, le romancier, est celui qui te fait être à sa place dans une situation donnée. Quand tu lis Georges Bataille, tu es dans l'inceste, tu couches avec ta mère. Quand tu es dans les tranchées, quand tu lis Ernst Jünger, tu es dans les tranchées. Quand tu lis Primo Levi, tu n'es pas dans les camps. Non, tu n'es pas dans les camps. Tu es témoin, tu lis un témoignage sur les camps. Si tu veux être dans les camps, il faut lire Imre Kertész, Être sans destin. Parce que là, son personnage t'injecte comme une seringue dans les camps et tu as l'impression d'y être. Pourquoi? Primo Levi, qui est un homme que j'admire à l'infini, fait des témoignages très précis sur son expérience concentrationnaire. Mais Imre Kertész, pour te faire comprendre l'horreur des camps, est capable de dire une phrase comme celle-ci, et tu vois le raccourci kafkaïen, romanesque, burlesque, génial. Et là tu dis « Ah, wow, c'est ça, je viens de comprendre quelque chose ». Il te dit « J'allais quitter le plus bel endroit du monde, le camp de Dachau, pour aller à Auschwitz ». Cette puissance de feu, pour faire comprendre l'horreur d'Auschwitz en disant « Dachau est le plus bel endroit du monde », tu dis « Waouh ». Et là, tu es avec lui, tu dis « Mais c'est pas possible ». Il dit l'impossible. Mais tu as vu comment il le dit? Tu as vu avec quelle économie de moyens il le dit? Alors que Primo Levi, qui est génial dans un autre registre, lui va te décrire l'horreur d'Auschwitz. Lui, Kertész, te dit, il te met dans la seringue, il t'injecte dans les camps par une phrase comme ça. Voilà comme il introduit Auschwitz. Tu te dis, waouh, mais c'est l'horreur, je vais vivre l'horreur. Voilà, la responsabilité de l'écrivain, c'est de dire l'impossible. Maintenant, l'interdit. J'ai publié une revue, dans le numéro 1, je vous enverrai d'ailleurs un exemplaire, qui s'appelle Année Zéro, dont le premier numéro était sur André Gide. J'ai lu un texte que j'ai publié d'une jeune femme qui s'appelle Ambre Philippe. Un texte extraordinaire, où elle parle de la pédophilie. Parce que là, on quitte l'impossible, on arrive dans l'interdit. Je ne dis pas que ce n'est pas un impossible. La pédophilie, c'est un interdit. C'est impossible puisque la preuve, c'est qu'il y a des pédophiles. Eh bien, Ambre Philippe fait un texte sur Gide, parce que Gide était pédophile, et sur Matzneff. Et elle dit la chose, c'est très subtil, c'est très nuancé, c'est très intelligent, et elle dit la chose suivante. Surtout n'interdisons pas Matzneff. Surtout n'interdisons pas Gide. Parce que si vous les interdisez, si on ne peut plus les lire, comment est-ce qu'on va comprendre l'expérience pédophile? Si on n'a que la parole de la victime, et qu'on n'a plus la parole du bourreau, comment le lecteur va-t-il pouvoir se mettre dans le cerveau d'un pédophile? Vous nous interdisez une expérience qui a été réalisée par un auteur, un romancier, un écrivain, et si on coupe cette voix-là, cette parole-là, on n'a plus accès à la pédophilie par le biais du bourreau, par le biais du salaud. Et donc plutôt que de dire « salopard,
brûlons ces livres, en tôle, décapitation, guillotine, elle n'a aucune, vous imaginez bien, elle n'a aucune tolérance pour ce genre d'exaction, que les choses soient claires. Son texte est beaucoup plus intelligent, elle dit « C'est un précieux document, c'est pas un témoignage, c'est un précieux document que d'avoir la possibilité d'être dans le cerveau, d'être le héros d'un roman pédophile. » Parce qu'on a une voix qui nous dit ce que c'est. Et donc il y a la réalité, dans sa complexité, peut être jointe à la parole de la victime. Et, paradoxalement, nous faire beaucoup mieux choisir l'empathie pour la victime. Quand on lit le roman d'un pédophile, ou le récit d'un pédophile, on est 1000 fois plus en empathie avec la victime que si on n'avait pas été dans la tête du bourreau, parce qu'on sait ce que ça fait. Et c'est là que la littérature peut être extraordinaire. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement que certaines personnes ne ressentent pas de l'empathie pour la victime, mais justement pour l'auteur? Si, il y a un risque, oui. Bien sûr qu'il y a un risque. Et la littérature est risquée. C'est pas quelque chose qui... La preuve que la littérature est risquée, c'est Salman Rushdie qu'on veut tuer. C'est-à-dire que ça prouve bien que le livre est dangereux. Salman Rushdie est en train de payer, et paiera, j'espère pas, de sa vie le fait d'avoir écrit un roman. La littérature est dangereuse, la littérature est inadmissible. La littérature est insupportable. Oui, elle est insupportable. Bien sûr. Je suis pour que les pamphlets de Céline puissent être publiés, en Pléiade, avec un appareil critique. Je ne suis pas pour que Gallimard, qui s'est très mal comporté, comme un lâche, interdise les pamphlets de Céline, ne veulent pas les republier, et, de manière tout à fait cynique, publie un roman de Céline qui est en fait un brouillon de Voyage au bout de la nuit. Et qui, à mon avis, abîme la réputation de Gallimard pour très longtemps. Mais vous voyez ce que je veux dire? Oui, la littérature est insupportable. Et on peut tout publier. Des romans les plus abjects, le Marquis de Sade, ça peut très bien être abject pour des gens. Il faut que les choses soient mises en perspective. Mais on ne comprend rien à Céline si on n'a pas l'intégrale de Céline dans la continuité de son œuvre. Donc, c'est très bien qu'il y ait des appareils critiques. La mise en perspective me semble quelque chose de très important. Je ne suis pas pour que des livres sans avertissement se baladent dans la nature. Je suis pour qu'on n'interdise aucun livre de Matzneff, à condition que ce soit édité avec un appareil critique, avec une mise en perspective, avec une analyse en annexe des procès, des articles parus sur lui, de ses réactions, etc., etc. Parce que moi, le livre de Vanessa Springora, j'étais un des premiers lecteurs, un des 5 premiers lecteurs, je l'ai eu sur épreuve, enfin sur manuscrit. J'ai trouvé extraordinaire. C'est un choc. Mais c'est d'autant plus un choc que j'avais lu Matzneff. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, l'œuvre de Matzneff s'est ébranlée d'un coup. Elle s'est ébranlée. Donc il est d'une puissance de feu extraordinaire, le livre de Springora. Je suis bien content d'avoir lu les livres de Matzneff pour les voir s'écrouler devant moi. Le discernement, ça existe. Si on considère que les êtres humains n'ont pas de discernement, évidemment, la littérature, c'est dangereux. Mais il faut sortir des livres dangereux, des livres âpres, des livres qui coupent. C'est ça qui est intéressant. Et dans les rentrées littéraires, il y a combien de livres qui coupent? C'est très rare. Je n'ai pas donné des noms, mais il n'y en a pas beaucoup qui coupent. C'est que des couteaux en plastique, ou des couteaux, vous savez, en plastique, là. Quand on va acheter des salades, le midi, on donne des couverts en plastique. Et la rentrée littéraire, c'est des couverts en plastique. Et de temps en temps, il y a un canif, il y a une vraie lame. Les lames viennent quand même toujours des mêmes. Hein. Michel Houellebecq, Emmanuel Carrère, Yannick Enel, Christine Angot. Les lames viennent toujours du même endroit. J'en oublie, hein, là, j'en oublie. Il y a des jeunes auteurs parmi ces lames? Oui, il y a des jeunes auteurs. J'aime beaucoup, par exemple, Nathan Devers, qui est un jeune auteur qui est sur la liste de concours, auquel je crois beaucoup. Arthur Dreyfus, auquel je crois beaucoup, qui a écrit un livre de près de 2000 pages sur son journal sexuel. Chez POL, très grand auteur, Arthur Dreyfus. Et ce sont des jeunes. Arthur Dreyfus est né en 86, Nathan Devers doit avoir 25 ans, 26 ans. Voilà 2 auteurs qui me semblent être des vraies lames pour les années à venir, par exemple. Et vous, cette lame, vous avez essayé de l'être, et c'est quelque chose que vous dites beaucoup. Pourquoi essayer? Je crois que j'y suis relativement parvenu. Ah bah bravo, félicitations. Je ne sais pas ce qu'il te faut, mais je ne sais pas si tu as suivi la sortie d'Orléans, par exemple. Oui. Où j'ai été quand même excommunié pour la sortie d'un livre. Je pense que oui, dans ce registre-là,
j'ai donné. Mais ce désir d'être un écrivain, enfin d'être un grand écrivain, même pas d'être un écrivain uniquement, d'avoir du talent, mais d'être un grand écrivain, c'est quelque chose qui vous démange, enfin, au plus profond. Vous dites dans le livre, vous écrivez ma seule raison, sinon de vivre, du moins de ne pas mourir, c'est d'être un grand écrivain. Est-ce que c'est une manière de conjurer la médiocrité que vous ressentiez peut-être dans le rapport aux femmes et dans la capacité à séduire? Est-ce que c'est ici-bas, je ne suis rien, ou je n'arrive pas, ou j'ai cette forme de médiocrité, mais dans l'au-delà, à posthume, c'est-à-dire j'ai une gloire auprès de la postérité, ou y compris, peut-être pas la postérité une fois que vous serez mort, mais dans le vous postérieur au vous de 20 ans. Alors, il y a beaucoup de choses dans ta question. D'abord, je ne pense pas avoir réussi mes livres. Je pense que mon œuvre est plutôt ratée. Moi, j'ai bien aimé. Non, mais je pense que mes livres sont plutôt ratés. C'est toujours les livres à venir qui vont être réussis. Et on vit dans l'illusion que les livres à venir sont supérieurs aux livres déjà parus. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut publier. Parce que le fait de publier permet de faire oublier ce qu'il y a eu avant et de se dire, bah, allez, c'est maintenant que ça commence vraiment. Et le fait de publier te met en face de tes insuffisances. Tu dis, ah, c'est vraiment pas bon ça. Terminé, bon, allez, pouf, pouf. On recommence, c'est maintenant que tout va avoir lieu. Donc vivre dans la perspective d'être un grand écrivain, comme un arc-en-ciel qu'on croit approcher, qu'on ne peut jamais toucher, c'est sain parce que ça force à continuer. Maintenant, quand j'avais 20 ans, je vais être un grand écrivain parce que je m'étais dit, dans grand écrivain, il y a écrivain. Donc si je suis un grand écrivain, je serai un écrivain, ça va avec. Enfin, et puis il y a quand même un truc qui est très étrange, quelque chose qui est très étrange. Tout le monde te donne facilement le droit de te dire grand journaliste, grand musicien, grand réalisateur. Tu peux être grand cuisinier, grand tout. La seule chose qu'on ne veut jamais donner aux gens, c'est grand écrivain. Et pour une raison très simple. C'est-à-dire que grand musicien, ça s'entend. Un grand dessinateur, ça se voit. Tout se voit. Grand architecte, ça se voit. Un musicien, par exemple, si tu n'es pas capable de faire un solo de guitare, tu ne peux pas être un grand guitariste. En littérature, ça se voit moins. Ça se voit moins pour des raisons. D'abord parce que les gens savent de moins en moins lire. Donc si tu es considéré comme un grand écrivain, ce sera par 8 personnes. Et surtout parce que tout le monde écrit. Et il suffit de publier, je m'en rends compte, pour d'avoir l'impression d'être un grand écrivain. C'est-à-dire que quand je vais dans les salons du livre, ce qui me donne des angoisses, c'est que je sais que chacun à sa table en train de signer son œuvre, ses livres, se dit « je suis le plus grand écrivain français vivant ». Comme un congrès de dentistes où les gens te disent « je suis le plus grand dentiste de tous les temps ». Et comme il n'y a pas de manière objective, techniquement, de repérer un grand écrivain d'un autre, ce qui fait que tout le monde préfère se faire couper le poing que de reconnaître que l'autre est un grand écrivain. Je répète, un grand musicien, objectivement, même si tu n'aimes pas, tu dis oui quand même, oui, il n'y a pas de faute d'accord, il n'y a pas de problème harmonique, sa technique en solo est extraordinaire. On peut très bien ne pas aimer le pianiste Fazil C, dire je déteste, mais tu ne peux pas dire que c'est quand même un grand pianiste même si tu ne l'aimes pas. Alors qu'un grand écrivain, le critère, comme tout le monde écrit, que les phrases ont l'air de toutes se ressembler, on n'arrive pas à trouver un critère objectif suffisamment puissant pour reconnaître immédiatement un grand écrivain, même si on ne l'aime pas, comme tel. Alors qu'un musicien, tout de suite, tac, ah oui, je déteste, mais Georges Brassens, par exemple, je déteste. Je ne vais jamais te dire que ce n'est pas un grand musicien. C'est un très grand compositeur, un très grand musicien que je n'aime pas. Alors que pour les écrivains, on ne va pas dire c'est un grand écrivain que j'aime pas, on va dire c'est un mauvais écrivain, c'est nul. Il n'y a que pour les écrivains que ça fait ça. Est-ce que c'est la postérité qui donnera raison? Alors moi, je n'écris pas du tout par la postérité. Un de mes maîtres, c'est Günter Grass. Et quand je lisais Günter Grass, j'avais 20 ans, je lisais tout de lui. Il avait dit dans une interview qu'il écrivait pour le contraire de la postérité, qu'il écrivait vraiment pour les gens de son temps. Et que, d'abord parce qu'une fois que tu es mort, tu ne sais plus si on te lit. Que miser sur la postérité, c'est toujours une erreur parce que ce ne sont jamais ceux qui misent dessus qui y passent. Moi, j'ai longtemps cru que Jean-Paul Sartre allait envahir le XXIe siècle. Il est déjà en train d'être oublié. C'est Camus qui reprend le flambeau, alors que Sartre, il y a 25 ans, c'était inimaginable qu'il tombe dans l'oubli. Là, il est en train, bon, il est au purgatoire. Bon. Après, il y a des cycles. Mais je crois qu'on ne peut pas miser là-dessus et que ce qui me ferait plaisir, c'est qu'on me lise tant que je suis vivant. Et ce qui se passe après moi, je m'en contrefiche un peu. Et je dis ça sans la moindre coquetterie. Et pour une raison simple, Mitterrand le disait, c'est que d'accord, passer à la postérité c'est bien, mais dans 3 milliards d'années, le Soleil va finir sa vie, la Terre va se refroidir et la postérité n'est que la postérité de la planète Terre. Et un jour, les œuvres de Jean-Bastien Bach n'auront jamais existé.
Sauf si on va sur d'autres planètes et qu'on Mais est le chef de la C'est Terre. Asimov là qui te... Exactement. Je préfère être moi vivant que Charles Dickens ou Marcel Proust mort. Et pourtant, ce sont des génies. Je préfère être non génial vivant que génial mort. Même en considérant que de toute façon vous allez mourir. Oui, non mais... Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. À mort égale. Ah, oui. Alors, au royaume de la mort, je préfère être Proust que moi. Ouais. Mais au royaume de la vie, je préfère être moi que Proust. Mais c'était ma question sur la postérité, c'était plus aussi c'est la postérité qui consacre l'écrivain. Par exemple, Balzac ou Zola, a posteriori, on dit que c'est des grands écrivains. À posteriori, parce qu'il faut voir ce qu'ils ont. Il y a une constante, c'est-à-dire que j'ai une petite chance quand même de passer à la postérité, parce que si on évalue les chances de passer à la postérité au prorata des injures, des crachats et des excommunications, je suis sûr d'y passer. Non mais, moi j'ai toujours une passion, c'est dire les biographies d'écrivains. Tous les écrivains que j'admire et qui sont passés à la postérité ont toujours été les plus haïs, les plus détestés, les plus conchiés, mais tous, dans 100% des cas. Ceux dont on pensait qu'ils étaient les pires, qu'ils étaient toujours déjà morts à l'avance, qu'ils ne feraient jamais rien dans le futur de leur mort, sont ceux-là même qui sont restés. Ça, c'est vraiment une constante. Une constante. C'est-à-dire que les écrivains que la mode ou le terrorisme intellectuel essaye de mettre sur le podium ont peu de chance, il y a très peu de chances qu'ils passent. Les modes passants, les exigences passant, faut être très honnête, Joyce a été haï, détesté, ridiculisé, moqué. Proust, j'en parle même pas. D'ailleurs, il a eu une longue période d'oubli, jusque dans les années 70. Gide, considéré comme ce qu'il y avait de pire au monde. Il ne faut jamais oublier que quand les classiques qu'on aime aujourd'hui sortaient en librairie, il y avait tous les aigris, les jaloux de la terre qui sortaient sous les rochers pour dire que c'était inadmissible, que c'était un raté, que c'était de la sous-littérature. On préférait Paul Bourget à André Gide. Et même Barrès, qui était célébré, il n'en reste rien. Ça, faut vraiment se méfier. Personne ne peut décider de la postérité. C'est quelque chose qui échappe à tout le monde. Personne. Ceux qui essayent de travailler pour leur postérité le font en vain. Les critiques ou les universitaires qui essayent d'installer la postérité de quelqu'un le font en vain. Par exemple, il y a 25 ans, la star des universités, c'est Maurice Blanchot. Un mec qui n'avait pas fait sa thèse sur Maurice Blanchot était considéré comme la lie de la société universitaire. Aujourd'hui, Maurice Blanchot, c'est fini, on est passé à autre chose. Il y a des nouvelles modes. Voilà. Peggy, quand les livres de Peggy sortaient, on se moquait de lui. Les gens enveloppaient les patates avec les cahiers de la quinzaine de Peggy. Ils se moquaient, c'est-à-dire que Peggy était moquée, ridiculisée. C'est ça qu'il faut bien voir, ridicule. Les gens regardaient leurs chaussures quand ils croisaient Peggy. Et aujourd'hui, il est considéré comme un des plus grands auteurs du XXe siècle. Et ça vous arrive de moquer certains livres, justement, vous, aujourd'hui? Je moque pas les écrivains. Je moque parfois des gens qui publient des livres, mais je moque jamais les écrivains. Je me suis jamais moqué d'un écrivain. Par exemple, je déteste Marguerite Duras, mais c'est un immense écrivain. Je n'aime pas son univers, ça ne m'intéresse pas, ça ne me parle pas. Parce qu'un auteur doit non seulement vous parler, mais vous parler de vous. Si un auteur te parle et ne te parle pas de toi, faut passer à autre chose. Il faut qu'on a l'impression que quelqu'un te parle et te parle que de choses que tu as déjà ressenties ou que tu pensais être le seul à avoir ressenti, etc. Et Marguerite Duras ne me parle pas. Non seulement elle parle pas de moi, mais elle ne me parle pas. Donc je passe à autre chose. Mais je sais que c'est un immense écrivain, je le sais ça. Ça fait quand même des dizaines de minutes qu'on est en interview et qu'on parle de livres et on n'a pas encore cité Lévinas. Ah, non mais, on voit les enfants dont on n'est pas couché. Parce qu'il y a eu Gide, il y a eu Peggy et Lévinas, j'ai un peu l'impression que c'est ce trio de vous mettre à penser. Alors peut-être pas exclusivement, mais qui sont trois des plus grands noms que vous citez régulièrement. D'ailleurs, je m'étonne un petit peu, moi qui aime lire des romans, des classiques de la littérature plus anciens, que vous citiez beaucoup d'auteurs du XXe siècle, et je me demande d'ailleurs s'il y a une raison à ça, et si aussi vous avez un conseil à quelqu'un qui n'a jamais lu ni Gide, ni Peggy, ni Lévinas, et qui... Alors, je précise que c'est par paresse intellectuelle que je parle souvent des mêmes, parce que je les maîtrise bien, mais que mes goûts littéraires ne s'arrêtent pas à ces gens-là. C'est-à-dire que si j'égrène les écrivains que j'aime, on y est encore, en citant que les noms, on y est encore dans une demi-heure. Je prends les mêmes exemples par pure paresse, par fainéantise intellectuelle.
Mais on peut parler d'auteurs, on peut parler de Zola, on peut parler de Gombrowicz, on peut parler de Kafka, on peut parler de Swift, on peut parler de Bernanos, on peut parler de Giono, on peut parler de Virginia Woolf, on peut parler d'Anaïs Nin, de Henry Miller, vous voyez ce que je veux dire. On peut parler de Rabelais, on peut parler de Racine ou de Corneille, de Molière. Enfin, c'est vrai que c'est les mêmes que je cite, c'est vraiment de la paresse. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, mais Lévinas, on peut en parler, mais je suis ouvert à toute conversation. Non, en 2 mots, peut-être pourquoi quelqu'un s'intéresserait-il ou pourquoi lire Lévinas, Gide et Péguy, genre en un mot s'il y a... Ces trois-là, vous voulez Ouais. ces trois-là. Bon. Gide parce que c'est à mon avis la personne qui écrit le plus beau français de toute l'histoire de la littérature. Alors moi je ne vais pas vous dire le français classique parce que la langue classique ça n'existe pas. C'est une fiction, c'est une vue de l'esprit, ça n'a jamais existé. Si écrire avec des mots précis et une concordance des temps acceptable, c'est de la littérature classique, alors oui, c'est de la littérature classique, mais oublions cette notion de littérature classique. Je vais vous dire un truc, c'est que Gide écrit à une phrase qui est à la fois très mobile, très élégante, très précise, un peu contournée, un tout petit peu perverse, parce que c'est comme en allemand, Gide, c'est-à-dire qu'on attend la fin de la phrase, toi qui es germaniste, pour savoir ce qu'il voulait dire. Elles ne sont pas longues comme chez Proust, ce n'est pas une question de longueur chez Gide. Elles sont pleines de linéaments, etc. Proust, c'est un serpent qui ondule comme ça, tu le vois sous tes pieds, il ondule, etc. Tu vois pas la fin tellement il est loin, et il est long. Gide, c'est plus... c'est la même chose, mais c'est sous l'eau, c'est un serpent de mer, c'est-à-dire qu'il est plus court, mais quand tu essayes de l'avoir, il te glisse entre les doigts, c'est une anguille, mais dont les couleurs sont absolument verdoyantes, il y a Nabokov que j'adore aussi, versicolore, etc. C'est un truc qu'ondule qui est très beau à voir, et qui t'échappe toujours. Et c'est un style d'une très grande, j'aime pas le mot, mais d'une très grande pureté littéraire. C'est magnifique. Son français est inimitable. Alors, on peut toujours, les plus grands sont ceux qu'on imite, je suis d'accord. Quand tu peux imiter quelqu'un, ça veut dire qu'il a une personnalité et une écriture, mais on oublie toujours de dire, il n'y a que les plus grands qu'on imite, mais on les imite toujours mal. On les imite toujours mal. Ensuite, voilà, donc une raison, la première raison de lire Gide, pour moi, c'est la beauté de la langue. Une beauté presque esthétique. Vraiment. Oublions le fond. On a le droit aussi de temps en temps, même si je sais que le fond et la forme ne font qu'un, toutes ces banalités, mais on a quand même le droit de dire que de temps en temps, voir une phrase élégante, sophistiquée, précise, avec des mots employés toujours, mais de manière extrêmement à la fois élégante et inattendue, c'est quand même un français qui coupe le souffle. Donc c'est la raison pour laquelle je l'ai toujours aimé. Ensuite, Péguy, parce que c'est l'auteur le plus drôle de la langue française du XXe siècle avec Céline. Péguy, et je le dis sans cuistrerie, est un génie de l'humour. Quand par exemple, mais je vois vos têtes là, d'enterrer quand je dis ça. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Péguy, l'auteur le plus considéré comme le plus ennuyeux, est-il le plus drôle? C'est pas de la provocation. Pourquoi je ferais le malin sur Péguy? Je ne vais pas envoyer des gens au casse-pipe lire cette œuvre. Parce que Péguy peut avoir d'abord des formules géniales, genre le 14 juillet 1789 est le 0e anniversaire de la prise de la Bastille, bon, ça me fait rire, parce qu'il est capable pour se moquer des spécialistes, des écrivains, il est capable par exemple de faire 50 pages pour dire qu'il faut lire le vrai Balzac et pas le Balzac de tel biographe qui a inventé un Balzac imaginaire, professeur de droit, né à Castelnaudary, enfin bon, etc., sur 50 pages, ou s'interroger à la notion de sac à dos sur 100 pages, avec des répétitions à l'infini, etc. Des textes fabuleux sur les mathématiques, parce qu'il trouve que son siècle est trop positiviste, donc il se moque, il y a des textes de Péguy avec des formules de maths complètement inventées, où il se moque de la science et du scientisme de son temps. Il y a Guitry dont on pourrait parler longtemps, et Lévinas, parce que Lévinas est celui qui a, à mon avis, le premier réfléchi sur ce qu'était l'être juif. Il dit voilà, et il le fait en termes philosophiques à la fois très puissants et très simples d'accès. Je suis désolé, dit Lévinas, je ne suis pas le premier à avoir dit ça, mais il a dit le premier avec le plus d'ampleur, à mon avis. Je suis désolé, mais être juif, ce n'est pas qu'une question de culture, ce n'est pas qu'une question de tradition, ce n'est pas qu'une question d'histoire, ce n'est pas qu'une question de sang,
Ce n'est pas qu'une question d'étude, c'est une question de tout ça à la fois. Et l'être juif se définit d'abord par ce qu'on appelle l'irrémissibilité de l'être juif. On définit d'abord un juif par son impossibilité à être autre chose. Celui qui dit « je ne suis pas juif, je n'étudie pas, je n'ai rien à voir avec ça », peu importe, c'est une manière de l'être, il l'est quand même. On ne peut pas faire autre chose qu'être arrimé à son être juif. Et induit-il, même s'il n'est pas allé jusque-là, mais si Béni Lévy l'a fait à sa place, induit-il que, appelant un chat, ceux qui ont le mieux compris en dehors des juifs ce qu'était que l'être juif, c'est-à-dire à la fois le judaïsme, la judéité, etc., ce sont paradoxalement les gens de la Gestapo, qui ont pris au pied de la lettre ce qu'était que l'être juif. L'être juif consiste à savoir que tu ne peux pas être autre chose que juif. Quand les nazis vont chercher au Carmel d'Echt, feu Fraulein Edith Stein, devenue une carmélite, ils oublient complètement qu'elle est devenue carmélite et qu'elle s'est convertie au catholicisme. Pour eux, c'est une femme qui est née juive, dont la biologie est celle d'une juive, donc ils vont chercher la juive Edith Stein, et non pas Sainte Thérèse de la Croix. Ils vont, peu importe. Lévinas dit que tout ce que tu peux faire pour démissionner de ton être juif, que ce soit de ton judaïsme ou de ta judéité, n'y changera rien. Ce que Béni Lévy appelle être fait comme un rat. Sauf que Lévinas dit, cette malédiction, considérée comme une malédiction par beaucoup de juifs, il faut la transformer en exultation. Pas en exaltation, en exultation. Quand nous avons voulu nous cacher, quand nous avons voulu nous excuser, quand nous avons voulu nous assimiler, on est venu nous rechercher quand même et nous rappeler qu'on était juifs. S'assimiler, ça veut dire comme les grands intellectuels allemands, les grands juifs allemands qui ont voulu se faire oublier dans la pensée allemande, les grands intellectuels allemands, etc. On a été les rechercher quand même, comme juifs. Les convertis au catholicisme ou au protestantisme, on n'en a pas tenu compte, on est allé les chercher quand même. Ceux qui ont joué le jeu, les grands intellectuels, les Walter Benjamin, etc., qui ont fait la société allemande des années 20 et des années 30, on a voulu quand même aller les chercher. Donc, dit Lévinas, ou changer de nom comme on l'a fait en France, les gens qui ont changé de nom après la guerre, Lévinas dit, finalement, on nous rappelle toujours que nous le sommes. On vient toujours nous dénicher où que nous nous trouvions, qu'on ait changé d'être pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Soyons juifs en face de nous-mêmes. Ne démissionnons pas, disons-le. Oui, nous sommes juifs. C'est peut-être même la meilleure protection de dire oui, nous le sommes. L'exultation, ce n'est pas l'exaltation, l'exultation. Quitter cette malédiction, ne pas s'excuser de l'être, mais dire que nous le sommes et que nous ne pouvons rien faire d'autre que l'être. Voilà ce que dit Lévinas. C'était véritablement une révolution intellectuelle que de dire ça après la guerre. C'est un peu ce qu'on retrouve d'ailleurs chez les mouvements noirs américains de la fin des années 60. Je ne sais pas s'ils sont inspirés de Lévinas d'ailleurs. Ça m'étonnerait. Sachant que je ne compare jamais l'antisémitisme et le racisme pour une raison qui me paraît évidente. C'est que se passe-t-il dans la tête d'un raciste? Un raciste, c'est quelqu'un qui est gêné par la différence. Un raciste préfère un monde dans lequel il n'y a pas de noirs, par exemple. Et son rêve, c'est que les noirs rentrent chez eux. Voilà le raciste. L'antisémitisme, c'est l'inverse. C'est un type qui serait très malheureux s'il n'y avait plus de juifs, et qui vivrait comme un enfer que les juifs rentrent chez eux. C'est-à-dire que ce qui gêne l'antisémite, c'est pas la différence, c'est la ressemblance. L'antisémite ne supporte pas que quelqu'un lui ressemble. Et c'est la raison pour laquelle les boucs émissaires sont toujours les juifs. Car quand on n'ose pas se regarder dans la glace en disant « je me hais », il y a quelqu'un qui nous ressemble infiniment, qui est à côté et qui est là pour qu'on lui crache dessus, parce qu'on n'est pas capable de se cracher dessus soi-même, ce sont les juifs. Les juifs sont maudits et haïs par les antisémites à cause de leur ressemblance. Et donc ils sont très pratiques, car il y a une sorte de court-circuit qui fait que plutôt que de nous lancer notre propre haine au visage, ils sont inventés pour ça et par ça. La raison est d'ailleurs
évident, l'exillustration de ça est évidente, où il y a des pays sans juifs, comme au Japon, où il y a beaucoup d'antisémites. L'antisémitisme sans juifs existe. On voudrait, chez les racistes, éradiquer les Noirs et on rêve d'un monde paradisiaque où il n'y aurait pas de Noirs. On serait entre gens ressemblants. L'antisémite, c'est son cauchemar, un monde sans juifs. Il n'a plus personne à haïr. Il est obligé de passer par lui-même pour se haïr lui-même. Il n'y a plus quelqu'un qui lui permet de passer en contrebande la haine qu'il a pour lui-même. Et donc, on inventerait des juifs s'il n'y en avait pas. Et d'ailleurs, les juifs comme personne à haïr est une invention des humains pour trouver un exutoire. Un exutoire. Et partant de ce constat, Lévinas dit très bien, mais maintenant on va cesser d'accepter de se faire cracher dessus comme gens qui sont conditionnés pour ça. Non, on va inventer une sorte de catégorie métaphysique dans laquelle le juif a sa place, et sa place ne sera plus la place de victime consentante. Il sera peut-être victime. Ça reviendra sans doute, et d'ailleurs après la guerre il y a eu de nouvelles exactions, on le sait. Et il dit, ce qu'on reproche aux Juifs, c'est pas une sorte d'éternel recommencement. En fait, c'est un commencement qui n'en finit pas. Ce qu'on reproche aux Juifs, c'est que ce sont des gens de commencement. Et ce commencement ininterrompu, c'est ça qu'on leur fait payer. Mais là, on arriverait dans un débat philosophique, il nous faudrait beaucoup de temps pour parler de la différence entre le recommencement, parce qu'on dit toujours ça recommence. Mais en fait, c'est surtout un commencement qui ne finit pas. Et on reproche aux Juifs d'être toujours dans ce commencement. Et ils assurent la permanence d'un commencement de l'histoire de l'humanité d'une certaine manière. Mais là, c'est un autre débat. On pourra un jour en parler plus techniquement. Ce que vous dites là me rappelle à... je trace des liens entre le livre, ce que vous dites là, et des choses que vous dites dans des interviews précédentes, dans des plateaux télé, sur des plateaux télé. Vous dites le juif, la haine du juif, c'est la haine de soi qui est incapable de s'exprimer envers soi-même, et donc la haine de quelqu'un qui nous ressemble. Dans Paris, moi, ce que j'ai ressenti dans votre livre, c'est en partie ce que j'exprimais tout à l'heure, cette forme de haine de sa médiocrité, notamment dans le rapport aux femmes, et peut-être l'incompréhension aussi des douleurs de l'enfance que vous avez vécues. Il y a quelques années, vous avez été au centre d'une polémique parce que on a révélé que vous aviez publié dessiné des caricatures antisémites et écrit des textes antisémites. Non, j'ai en fait pas écrit de texte, j'ai fait des dessins. Fait des dessins, pardon. Il n'y a pas un pour Hachelot, donc c'est pas très grave. Suivante, les dessins sont antisémites, je l'étais pas. Mais la vraie question, c'est qu'il faudrait la fouiller. La question est-ce que quelqu'un qui s'amuse avec ces frontières-là, est-ce que ça ne veut pas dire quelque chose? Est-ce que cet antisémitisme, peut-être que vous avez exprimé à l'époque, est à rattacher à cette haine de vous que vous auriez eue, mais que vous étiez incapable d'exprimer? Très bonne question, mais en fait, c'est bien qu'on ait un peu de temps, mais je vais être très bref là-dessus, parce que je n'ai jamais été antisémite de ma vie. Il y a eu dans cette histoire plusieurs aspects, mais le principal est le suivant. C'est que la première chose, c'est que ce petit journal qui était tiré à 12 exemplaires photocopiés à Sub de Corinth n'était pas un journal obsédé par les Juifs. C'était un journal destiné à choquer un maximum de gens de ma promo, pour me faire haïr, parce que j'allais pas bien, avec le plus de sujets tabous possible. Donc, évidemment, les gens de l'Express se sont uniquement concentrés sur les textes se moquant de la Shoah, parce que c'est beaucoup plus spectaculaire, et quand on veut tuer quelqu'un socialement, c'est par là qu'on commence. Bon. La vérité est que le premier numéro, c'était effectivement les aventures de Lucky Luke à Dachau, des Schtroumpfs à Auschwitz, parce que c'était de ce niveau-là. Hein. N'imaginez pas des textes intellectuels, éditorialisés, pensés. Non, c'est des potacheries de ce niveau-là, abjectes, mais de ce niveau-là. Et le numéro 2, c'était terminé. Je ne parle plus de la Shoah. Le numéro 2, qui n'était pas beaucoup plus drôle, c'était la fin dans le monde. Donc je me moquais des gamins au ventre caverneux qui étaient obligés de pratiquer des fellations à l'abbé Pierre pour se nourrir. Voilà le niveau. Le numéro 3, c'était justement sur l'abbé Pierre, où je me moquais de cet abbé Pierre qui essayait de
faire un meilleur sort aux pauvres et aux misérables de France. Bon. Le 4e numéro, qu'ils n'ont pas retrouvé d'ailleurs, c'était un hommage à Thierry Paulin, qui était un serial killer de l'époque, qui étouffait les grands-mères dans des sacs, qui les tabassait et qui volait leurs affaires. Donc vous voyez bien qu'il n'y avait pas une monomanie contre les Juifs, c'était un type de 20, 21 ans qui n'allait pas très bien, et qui essayait de se faire détester et de choquer tout le monde. Il faut bien que je vous dise, chose que je n'ai jamais dit ailleurs, vous aurez votre scoop, c'est que quand je faisais ça, ça me faisait mourir de rire, que les choses soient claires. À l'époque, ça me faisait mourir de rire. J'étais très fier et très content de dessiner ça, et quand je le relisais et que je le faisais lire autour de moi, tout le monde était bidonné. Bon, les textes, n'étaient pas de moi, je n'ai jamais voulu balancer le nom de la personne, parce qu'il se trouve qu'il y a 2 personnes qui écrivaient les textes, un qui travaille aujourd'hui au Quai d'Orsay, et un qui est professeur de lycée. Donc ce ne sont pas des gens bien, parce qu'ils m'ont fait des choses terribles après, mais jamais je n'ai balancé leur nom, et je ne le ferai pas. Donc je faisais les dessins. Ça n'excuse rien, parce que les dessins n'ont rien à envier au texte. Mais ce qui m'intéresse là aujourd'hui, c'est de vous dire qu'il ne faut pas confondre le fait que ma famille a gardé ses dessins pendant 30 ans, en se disant le jour où il risque d'avoir le Goncourt, on va balancer ça, ce qu'ils ont fait, parce que personne d'autre que ma famille n'a de posséder ces dessins, personne au monde. Et le fait que j'ai publié, quand j'avais 20 ans, une revue négationniste, parce que ça n'a rien à voir. Il y a des dessins des crobards, de Suc de Corinth, mal dans sa peau, d'ados boutonneux retardés de 21 ans, qui dessinent des choses abjectes, mais sur tous les sujets de l'époque. La preuve en est, c'est que je ne me suis pas moqué à l'époque des musulmans. Pourquoi? Parce que ce n'était pas à la mode. Aujourd'hui, si je faisais cette petite revue, je pense que je ne m'attaquerais pas à la Shoah, mais je m'attaquerais peut-être à l'islam. Et ça me vaudrait peut-être d'ailleurs une fatwa. Je me flatte de ne m'être jamais moqué de l'islam. Je me méprise d'avoir dessiné ça, parce qu'avec le recul, quand je les ai revus, je les ai revus parce que, évidemment, vous imaginez bien que j'ai été dans mes archives aussi les retrouver. Ça ne m'a pas fait le plaisir de les revoir, parce qu'il a fallu que je relise tout pour les avocats, etc. Donc c'était vraiment, je me suis dit, mais c'est vraiment quand même, ça allait quand même loin. Et honnêtement, ce qui m'avait fait rire 30 ans plus tôt ne me faisait plus rire du tout. Bon, heureusement. Mais il y a une autre chose que je voulais vous dire, et qui me met hors de moi. Donc vengeance familiale, aucune monomanie antisémite, mais feu de tout bois sur tous les sujets qui fâchent. Il y a un truc qui me met hors de moi. Admettons, mais ça c'est juste de la théorie, hein. Admettons qu'à 20 ans j'étais antisémite, admettons, ce qui est faux, mais admettons pour la démonstration qui va suivre que je l'ai été. Imaginez mon parcours, c'est un type qui commence par être antisémite, et puis qui 30 ans plus tard a construit 90% de son combat contre l'antisémitisme, contre le racisme, se battant pour les migrants, les exilés, qui est en fait un parcours, excusez-moi, quand on voit le point de départ et le point d'arrivée, un parcours sans, sans prétention de ma part, hein, mais je veux dire, c'est pas qualitatif, ce que je joue là, c'est presque une sorte de suivi à la main avec le doigt. Je suis pas en train de dire que je suis un génie, je suis en train de dire, regardez l'évolution, mais toute chose égale par ailleurs, même si ce que j'avais écrit était médiocre. Donc je ne parle pas de la qualité de ce que j'ai fait, mais du simple fait que je l'ai fait. Vous voyez quand même que l'évolution, elle est exemplaire. Admettons que je l'ai été. Un type qui non seulement ne l'est plus, mais est arrivé à être le contraire de ce qu'on pensait qu'il était ou qu'il aurait failli être, je ne demande pas des applaudissements, je ne demande pas des hurrahs, mais je ne comprends pas pourquoi on veut m'assigner à cette case d'il y a 35 ans ou 32 ans, alors que parallèlement, quand ce sont d'autres individus, je dis pas, je sais pas, ça peut être des gens des cités, des gens de province, des gens qui auraient pu devenir des voyous, des délinquants, des salauds, etc. Et quand on voit on applaudit, on dit c'est incroyable, quel parcours. Je ne demande pas qu'on m'applaudisse, mais je ne comprends pas, plutôt que d'avoir visualisé le parcours qui avait été accompli, qu'on m'assigne à une case d'il y a 30 ans. Ce qui était terrible à vivre, c'est que les gens, quand ils me croisaient dans la rue les jours après cette polémique, pensaient que j'avais fait ces dessins 15 jours plus tôt. 30 ans d'une vie, vous n'êtes pas encore là, mais on peut faire des choses en 30 ans, on peut se trouver. Alors vous allez me dire, ah oui, mais il y a quand même des gens qui disent que vous avez fait ça pour pour gommer le passé, parce que machin, vous aviez ça sur la conscience.
Alors là, je vais encore faire un raisonnement théorique. C'est faux, parce que ces trucs-là, je les avais oubliés, j'étais passé à autre chose et j'ai jamais été antisémite. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui étaient avec moi à Subdeco Sciences Po qui ont envoyé des lettres un peu à tout le monde dans Paris et qui ont témoigné de manière, sans me le dire d'ailleurs, ça m'a beaucoup touché. On a connu Yann à 20 ans, il était chiant, il était mégalo, il faisait chier tout le monde, mais jamais on l'a entendu, en dehors de ce petit truc, parler en mal de telle catégorie de la population. C'est vraiment un emmerdeur. Bon bref, mais jamais, jamais. Bon. Mais admettons, là encore, que j'ai fait tout mon parcours, j'ai étudié le Talmud, j'ai appris l'hébreu, etc., pour faire oublier, Et alors? C'est tout à fait audible, je veux dire, ça serait tout à fait honorable. Que j'ai regardé Günter Grass, qui a eu une énorme polémique, on voulait lui enlever son concours parce qu'il a fait partie de la Waffen-SS, c'est pas comparable. Il n'y a que Le Point qui m'a comparé à Günter Grass. Ils ont fait un truc, c'est erreurs de jeunesse, Yann Moix, Günter Grass. J'étais comparé à lui, c'était un honneur, mais enfin, j'ai jamais fait partie de la Waffen-SS. Hein. J'ai dessiné les Schtroumpfs à Auschwitz. Non mais je veux dire, bon, eh bien Günter Grass, effectivement, mon analyse, c'est qu'effectivement, tout son engagement à la gauche de la gauche en Allemagne, chez les Verts, etc., il l'a fait contre sa jeunesse. Et alors? Voilà quelqu'un d'intelligent. Plutôt que d'essayer, plutôt que de ronger son frein en se mettant dans la salle de bain et faire Heil Hitler pour pas que personne l'entende avant de se coucher, il a essayé d'occulter un passé. C'est vrai qu'il aurait très bien pu choisir de le dire, de faire un roman dessus, etc. Il a peut-être pas eu le courage. Il y avait jamais on m'a souvent demandé mais pourquoi t'as pas sorti ça plus tôt? Parce qu'il n'y a jamais de bon moment pour le faire. Vous savez que quand vous le faites, dans la société actuelle, vous êtes mort. Les nuances, etc., les gens ne veulent pas les entendre. Et comme, après je vais revenir sur un truc, bon, et alors, quand bien même j'aurais fait ça pour m'amender vis-à-vis de moi-même, pour des raisons morales, eh ben ça serait un tremplin comme un autre. Il n'y a pas de problème. Du moment que je ne sois pas ce qu'on pensait que j'ai failli être, je ne vois pas le problème. Mais la véritable raison, c'est toujours la même chose. 3 ans dont on n'est pas couché. Je me suis fait un nombre d'ennemis, mais je me suis fait 5000 ennemis par semaine. Quand vous dites du mal de quelqu'un, ou d'un livre, en fait, on ne sait pas qui sont les amis de cette personne. Les gens le prennent personnellement, c'est pas juste un jeu télévisé. Non. Quand vous dites à quelqu'un ton livre est mauvais, ils vous en veulent à mort. Vous pouvez leur dire vous êtes moche, votre enfant est un débile, ça passe. Je souhaite votre mort, ça passe. Mais votre livre est pas terrible, ça passe pas. Parce que ça touche à tellement... Ça passe pas. Quand je dis à un comique vous n'êtes pas drôle, moi je ne sais pas qui sont ses amis. Ses amis, c'est peut-être les avocats les plus puissants de Paris, c'est peut-être un ministre, c'est peut-être... Oui, en fait, là où je suis un peu naïf quand je joue les oraux, c'est que moi j'y vais bille en tête, mais je ne sais pas quelles sont les ramifications. Ce qui est sûr, c'est que quand vous blessez quelqu'un, c'est comme ça irradie la blessure. Et vous imaginez bien qu'avec les femmes de 50 ans, les plus de 50 ans, ou ça, les gens qui ont voulu me tuer avec ça, c'est pas du tout les intéresser en eux-mêmes. La communauté juive n'a pas été dupe. Les principales associations juives n'ont même pas porté plainte. C'est des amis, j'ai toujours été à côté d'eux, sans publicité, dans des coins de province totalement éloignés, sans caméra, sans rien, j'ai toujours été là. Comment vous dire, la vérité, c'est ceux qui ont essayé de me tuer avec ça, c'est des gens qui ont enfin trouvé l'instrument de cuisine pour me trucider. Mais ça tombait du ciel pour eux. Les femmes de 50 ans, c'était la première phase. La phase 2, c'était les dessins. Mais pour eux, c'était du pain béni. Enfin, on va avoir sa peau, on n'en peut plus de ce type. Mais les intéressés, avec qui je me suis expliqué longuement, etc., le CRIF, etc., c'est bon. Ça ne passe simplement pas auprès de gens qui ont décidé que ça ne passerait pas parce que ça les arrange d'avoir ça sous la main. Mais je ne suis pas mort. Merci beaucoup Yann Moix. Merci à vous, vos questions étaient très intelligentes, vous êtes très sympathique. Et c'est un plaisir de discuter avec vous parce qu'on a du temps et que je vous trouve bienveillant, mais ça ne veut pas dire que vos questions sont faciles. C'est-à-dire qu'elles sont bienveillantes, ce qui est différent. En fait, quand il y a un dialogue, tout est toujours possible. Voilà, donc je suis très agréablement surpris d'être venu ici. Et j'espère qu'on se reverra pour d'autres aventures. Voilà. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.